Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission des 10 comics des années quelque chose. La dernière fois, vous avez eu le choix entre les années 2010 et les années 90, et vous avez choisi assez majoritairement les années 90. Donc du coup, comme vous en doutez, je vous laisse un choix similaire à la fin de cette vidéo, et on va se lancer dans les années 90. Les années 90, c'est une période un peu particulière, on va dire, pour le comic book américain. C'est une époque de transition, d'expérience, de transgression. Certains l'appellent l'âge sombre des comics, parce qu'on y trouvait énormément de choses un peu violentes, un peu crues, on va dire. Mais ce n'est pas que ça, et j'ai essayé de le montrer un petit peu, en fait, avec des choses extrêmement variées dans cette sélection. C'est pour ça que vous n'allez pas retrouver les grands favoris, c'est parce que j'ai essayé d'être un petit peu original, on va dire, de surprendre un petit peu. Ça veut pas dire que j'aime pas les grands favoris, il y en a certains que j'aime beaucoup, mais j'ai juste essayé de montrer un peu de tout. Voilà, si jamais vous avez des soucis, sachez que, on fera toujours une prochaine session pour les années 90 plus tard, et puis au pire, il y a la section commentaires si vous voulez vous défouler et dire un petit peu les titres qui vous tiennent à cœur. Voilà, on commence de suite la sélection. Hellboy est un personnage formidable qui a commencé il y a de cela plus de 25 ans mine de rien. Et pourtant le meilleur point d'entrée est toujours sa toute première histoire, Les Germes de la Destruction, une courte histoire en 4 numéros coécrite par Mike Mignola et John Byrne, à qui Mignola a demandé de l'aide pour ses tout débuts. John Byrne dira plus tard que Mignola n'avait franchement pas besoin de son aide et cela se voit, car le tout est mené de main de maître. Les bases de la série sont posées avec le personnage d'Hellboy et son entourage, ses ennemis comme Rasputin, le dragon Ogdru-Jahad, ou encore le concept du projet Ragnarok, qui suivront la série pendant longtemps. On y assiste à l'origin story d'Hellboy, une sorte de récit pulp des années 40 qui tourne très très mal, et on s'attache à ce détective étrange venu des enfers, mais qui agit comme Bruce Willis. Je veux dire, comment ne pas aimer ce concept ? Hellboy, c'est aussi un visuel extrêmement travaillé qui joue sur le contraste. Il arrive fréquemment qu'un décor soit très dépouillé, pour encore mieux faire ressortir justement les informations dans le décor quand il doit donner soit une ambiance, soit des informations pour l'intrigue. C'est aussi pour cette première histoire un grand hommage à Lovecraft et à la dimension horrifique de son œuvre, qui permet de démarrer les aventures d'Hellboy en grande pompe, en mélangeant donc Lovecraft à un esprit pulp plus libre et plus déluré. Ce n'est sans doute pas la dernière fois que je parlerai d'Hellboy, mais sachez pour l'instant que sa première histoire vaut amplement le déplacement. The Thanos Quest est une mini-série de 2 numéros seulement, qui a pourtant eu un impact très important sur l'univers Marvel, puisqu'il a non seulement lancé les différentes séries dites de l'infini, comme Le Gant de l'Infini ou La Guerre de l'Infini, mais aussi il est sans doute une des histoires les plus adaptées dans d'autres médias, et avec succès comme a pu le montrer le MCU. Car oui, The Thanos Quest c'est ni plus ni moins que la quête de Thanos pour récupérer les gemmes de l'infini, auprès des puissances cosmiques qui les détenaient. Écrit par Jim Starlin et dessiné par Ron Lim, on y retrouve un sens de l'étrangeté cosmique et d'une épique philosophie qui a marqué l'univers cosmique de l'éditeur Marvel pendant un moment. Et comme souvent en fait, la victoire y a un goût amer, mais les dessins y sont magnifiques et le voyage n'est clairement pas fait en vain pour le lecteur, soyez-en sûrs. Pour Thanos, c'est moins clair. Après tout, qui aurait pu penser que devenir un dieu amènerait une victoire aussi creuse ? Eh bien le lecteur, une fois sa lecture terminée, le pourra. Shade the Changing Man est un vieux personnage de DC créé par Steve Ditko en 1977 et dont la meilleure série est le renouveau lancé par Peter Milligan de 1990 à 1996. Nous y suivons les aventures de Rackshade, un alien envoyé sur Terre pour chasser une vague de folie qui vient de s'écraser sur la planète et qui va se nommer The American Scream une fois aux USA. Grâce au pouvoir de sa veste spéciale, la Madness Vest capable de transformer la réalité elle-même, il va tenter d'arrêter The American Scream grâce à ses pouvoirs de Changing Man, c'est-à-dire de s'incarner dans le corps de quelqu'un d'autre, tuant la personne et en prenant le contrôle au passage. Plusieurs fois au cours de la série de 70 numéros, Shade va changer de corps, passant dans celui d'un tueur en série à celui d'une femme récemment tuée, puis à un corps créé par des anges jusqu'à finir dans celui d'un moderniste londonien, pas tout à fait glam rock mais presque. C'est une série incroyablement fascinante qui parle sans souci de sujets tabous à l'époque aux USA comme l'assassinat de JFK, les personnes transgenres ou encore les sans-abri.
On a le droit donc à un commentaire très acide sur l'Amérique avec énormément de représentations visuelles très marquantes, comme ce squelette Oncle Sam avec un torse en visage humain. Bref, c'est pour le coup à mon sens une des œuvres les plus transgressives de la période des années 90, et ce n'est pas pour rien qu'on a créé un label à part pour cette série et quelques autres, puisqu'avec son 33e numéro, Shade the Changing Man devient un des 6 titres fondateurs du label Vertigo. Il n'existe pas de traduction française pour Shade the Changing Man et assez peu de réimpression en VO, et c'est bien dommage car il s'agit d'une excellente série qui se permet de faire des crossovers avec Constantine, de changer complètement son intrigue en milieu de série et de continuer à se poser des questions mine de rien assez complexes sur l'identité en utilisant une figure alien, une façon de faire qui fait de Shade une excellente satire, voire même une sorte de Sandman de la culture américaine. La lecture est toujours mouvante et on a souvent l'impression de lire un vrai rêve non contrôlé dans Shade the Changing Man, et c'est sans doute la plus grande force de l'œuvre, parler de la folie et de l'identité en étant aussi clair et opaque qu'un rêve peut l'être. Robocop vs Terminator est une mini-série de 4 numéros avec une équipe artistique du tonnerre, Frank Miller au scénario et Walter Simonson au dessin. Mais l'équipe artistique n'est pas le seul atout du comics, puisque celui-ci réussit l'exploit de lier très intelligemment les deux univers. Dans le futur apocalyptique, dirigé par les Terminators, une humaine, Florence Langer, découvre que Skynet et les Terminators ont été poussés à détruire l'humanité par un humain, avec une nouvelle interface robotique, un certain Alex Murphy, plus connu alors sous le nom de Robocop. Elle se rend donc dans le détroit des années 90 pour tenter de neutraliser Alex Murphy, sans savoir que celui-ci est lui-même en grande partie robotique. Skynet va lancer 3 Terminators à la poursuite de Florence, et Robocop apercevra ses androïdes du futur. De là, il va enquêter et l'histoire ne cesse de progresser dans les pics à chaque numéro. Walter Simonson met clairement en avant les deux personnages avec une grande passion et un respect se voit dans la façon dont les personnages sont présentés. Et le scénario de Miller est extrêmement malin, plaçant le conflit humain de Robocop, est-il un robot ou un humain, au centre du conflit du livre. Les scènes épiques ne manquent pas, comme le combat contre Robocop et les Terminators, Murphy qui se balade dans les données informatiques, les scènes de voyage dans le temps. Il s'agit clairement d'un des crossovers dont il vaut la peine de se rappeler, bien meilleur que les jeux vidéo qui en sont sortis, et ce crossover est actuellement édité par Vestron en France. Icon est, à mon humble avis, la meilleure série de l'éditeur Milestone Comics, un éditeur qui souhaitait mettre en avant des héros afro-américains. La série la plus connue de l'éditeur est Static Shock, une série sympathique mais j'ai tendance à préférer Icon. Sans doute parce que le pitch est un peu plus classique que les séries un peu plus rebelles du Milestone de l'époque. Pourquoi un peu plus classique ? Parce qu'Icon, c'est un mélange entre Superman et Martian Manhunter. On parle ici d'Arnus, un alien qui s'est écrasé sur Terre en 1839, non loin d'une esclave dans un champ de coton nommé Marianne. Arnus a d'instinct pris l'apparence de la forme de vie la plus proche de lui et a été élevé par cet esclave. Puis la série passe aux années 90 où Arnus vit toujours en tant que son propre petit-fils sous le nom d'Augustus Freeman. Il est un avocat, parfaitement intégré, et utilise parfois ses pouvoirs pour quelques actes de bonté, toutefois toujours sans se faire voir. C'est alors qu'une jeune adolescence, Raquel Elvin, va rentrer dans sa vie avec quelques amis assez pauvres pour voler Augustus, qui va se défendre. Assez rebelle, Raquel va pousser Augustus à devenir une force de changement pour aller contre le système, tandis qu'Augustus va lui essayer de pousser Raquel à rentrer un peu plus dans le rang. Leur relation va les pousser à devenir chacun des super-héros, Augustus devenant Icon et Raquel sa sidekick, Rocket. Voilà le pitch, certes un peu classique par rapport aux autres séries Milestone, mais on peut y trouver des choses assez marquantes, comme le fait qu'Icon n'aime pas utiliser ses pouvoirs, le fait que Raquel sera la première sidekick enceinte, un côté politique avec toute cette réflexion sur le fait de vouloir ou non bousculer le statu quo, et aussi le fait que la série soit autant centrée et sur Icon et sur Rocket. C'est une petite perle méconnue que l'on n'a pas eu du tout en français, et qui est aussi assez difficile à avoir en anglais, car seul le début de la série a connu des rééditions sous la forme de 2 recueils assez disparates mais superbement intéressants. J'espère pour vous comme pour moi que le futur retour du personnage en série régulière puisse amener une meilleure réédition. Le personnage de Captain America a connu énormément de grands runs marquants, et l'un des runs les plus intéressants est celui de Mark Waid sur le personnage, accompagné de Ron Garney et Andy Kubert au dessin. Il y a énormément de bons moments, mais je vais essayer de me restreindre à une période. Les story arcs Opération Renaissance et Man Without a Country. Reprenant à la fin d'un autre très grand run, celui de Mark Gruenwald, Captain America est supposément mort, ou en très mauvais état. On commence donc avec un numéro assez cool où on voit le reste des Avengers gérer en son absence et faire l'éloge du personnage.
Après ça, on passe à un bon scénario où Cap se retrouve à devoir faire équipe avec Crâne Rouge et une Sharon Carter au comportement ambigu pour récupérer un cube cosmique défectueux qui est en train de réécrire la réalité. Oui, Secret Empire ne sort pas tout à fait de nulle part non plus. A résumer, c'est très simple, mais le comics est vraiment savoureux. En plein milieu du désenchantement des années 90 autour des héros, Cap ici est vraiment idéalisé, malgré un monde qui lui est plus âpre. Je veux dire, Hercule, un dieu, nous dit qu'on juge la vitesse en prenant en modèle Hermès, mais que pour le courage, on suit Captain America. Ça va, niveau égo, ça fait plaisir. C'est un story arc d'environ 10 numéros, où on est sur du super-héroïsme un peu popcorn, mais en écorchant l'image de l'Amérique pour le bon Captain, par exemple avec l'histoire de Sharon Carter. Cap faisait déjà face au fait que l'Amérique n'était pas un idéal si pur qu'il le souhaiterait, et beaucoup de choses liées au succès d'Ed Brubaker sur le personnage se retrouvent ici aussi. On a pu retrouver ses aventures en France dans le premier magazine Avengers de Panini en 97 et a été réédité plusieurs fois en tomes reliés. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est une bonne période. Tellement bonne qu'après quelques ingérences éditoriales appelées Onslaught et Heroes Reborn, Mark Waid aura le soutien des lecteurs pour revenir plus d'1 an après sur le titre et continuer son run. Dean Motter est un scénariste indépendant assez particulier, faisant partie des œuvres des années 80 qui ont fait grandir le médium comics avec notamment sa série Mr. X, mais est totalement inconnu de plein de monde pourtant. Je vais vous présenter l'ouvrage qui m'a fait découvrir l'auteur avec Terminal City, une œuvre sortie à la fin des années 90 chez Vertigo et qui fait partie d'une trilogie de livres revenant sur des villes fictives présentes dans sa série Mr. X. Terminal City est donc une histoire revenant sur plusieurs intrigues se déroulant dans une même ville, et où toutes les intrigues vont se réunir à la fin car bien sûr tout était lié. Nous sommes à Terminal City, une superbe ville rétro-futuriste où un ancien héros, Cosmo Queen, l'humain volant, est clairement tombé en désuétude et est actuellement un laveur de carreaux. À son travail, il voit un homme avec un attaché-caisse courir et Cosmo Queen reconnaît l'attaché-caisse, qu'il a vu pendant sa période super-héros à la fête du Nouveau Monde il y a 10 ans. Un événement qui a conduit à sa déchéance. Et c'est à partir de ce MacGuffin, de l'attaché-caisse, que Dan Motter va lancer 9 numéros pleins d'intrigues, vont se mélanger, parlant potentiellement de crimes organisés, de robots, d'un possible voyage dans le temps un brin chelou. Bref, Dan Motter privilégie l'ambiance au plot en général, mais dans Terminal City, il parvient à vraiment donner une conclusion à énormément de petites histoires qui se déroulent toujours dans le fond de cette chasse au MacGuffin, qui est le titre. Et Terminal City parvient aussi à avoir une touche humoristique, un peu loser magnifique par moments. Le dessinateur Michael Lark parvient à donner vie à ce monde un peu foutraque, mais qui fonctionne. Malheureusement, il n'existe pas de traduction française à Terminal City, et seuls des recueils en anglais existent. Mais la lecture vaut quand même le coup si vous le pouvez. Après tout, à Terminal City, le passé est partout, et il se décompose de plus en plus. Après le succès de Batman à Long Halloween, les auteurs Jeff Loeb et Tim Sale ont décidé de continuer sur la même lignée, avec une histoire sur Superman, ce qui a donné la petite pépite qui est Superman for All Seasons. Si Batman à Long Halloween décidait de relier ses numéros avec les fêtes comme Noël, la Saint-Patrick ou encore Halloween, le thème est ici de parler des saisons, donc seulement 4 numéros, printemps, été, automne et hiver. Chaque numéro est raconté par un personnage de l'univers, que ce soit son père adoptif Jonathan Kent, Lois Lane, Lex Luthor ou encore Lana Lang. Il s'agit possiblement d'un des meilleurs récits pour comprendre le personnage de Superman et l'impact qu'il a sur les autres, en fait justement de par le fait que ce sont d'autres personnages qui nous racontent l'histoire. Et les dessins sont magnifiques, les décors bien sûr, mais surtout les personnages et leur posture. La personnalité de chacun est parfaitement retranscrite de par les dessins, les expressions et les postures des personnages. Il s'agit d'un récit très simple sur les origines de Superman, mais l'un de ceux qui m'ont fait le plus croire au personnage au final. Parce que c'est un récit qui axe son focus sur l'humain, sur les gens qui vivent sur cette boule bleue qu'est l'univers DC, et surtout sur le côté Clark Kent, une des plus grandes forces de Superman. Urban a bien pensé un jour rééditer l'histoire, mais le projet semble au point mort depuis un moment. Il reste heureusement les tomes Semic et Panini si vous désirez choper une version française. Après tout, le récit est vraiment bon et a même eu un petit impact sur Superman en lui-même, puisque c'est ce comics qui a mis en branle toute la série Smallville. En bref, un récit très simple mais qui te marque plus profondément que ce que tu n'aurais pu croire au premier abord. Il s'agit de la 3e série consacrée au personnage du Spectre, et c'est sans aucun doute la meilleure. Voyez-vous, le Spectre est l'incarnation de la colère divine, il doit se lier à un corps humain pour pouvoir rendre son jugement. Et même s'il est un des plus vieux personnages de DC, il est généralement peu utilisé car ses pouvoirs sont vraiment immenses.
Superman, c'est du pipi de chat à côté. La série Spectre de John Ostrander est la première à avoir pu concilier la toute-puissance du personnage et durer dans le temps. La première série étant vite tombée à court d'idées dans cette surpuissance, et la deuxième a enlevé une grande partie de ses pouvoirs au personnage. La force de cette série est liée à deux choses. Premièrement, les dessins de Tom Mandrake, qui vont sublimer les punitions du Spectre, qui deviennent les plus graphiques possibles, et deviennent même une sorte de niveau supérieur des Looney Tunes, comme par exemple ce tunnel qui devient la bouche du Spectre. Deuxièmement, l'intrigue de John Ostrander fait des merveilles, et ce sur la durée, avec l'idée brillante de ne pas ressusciter l'hôte du Spectre Jim Corrigan, mais d'en faire lui aussi un fantôme. Ainsi, la croche humaine commence à mieux comprendre le Spectre, renforçant forcément les enjeux quand les lignes commencent à être un peu plus brouillées. En gros, ils ont fait du Spectre un personnage avec les pouvoirs d'un dieu, mais la vision d'un simple homme, un homme avec de nombreux défauts d'ailleurs. On va utiliser l'univers DC et sa grande diversité pour parler de nombreux concepts, que ce soit la justice, le racisme, la foi, et tout cela dans un mélange détonnant entre ambiance de vieux comics d'horreur et un sens de l'aventure plus moderne. L'iconographie est superbe et attire en premier lieu, et au final on reste pour l'histoire. On commence à se poser des questions sur la punition, la rédemption et tout un tas d'autres sujets, et le livre prend un malin plaisir à ne pas donner de réponse. C'est au lecteur de trouver sa propre réponse aux questions qui sont posées. Et comme les dessins restent aussi superbes qu'au début, on accepte que l'histoire devienne plus complexe sans vraiment de soucis. Il n'y a malheureusement pas de traduction française pour ce titre, ce qui est très triste, et très peu de rééditions en anglais non plus. Il s'agit clairement d'une petite perle assez méconnue, et ce malgré les meilleures couvertures au monde. Bien que publié pendant le pic de popularité de Frank Miller, il s'agit d'un des projets du bonhomme dont on ne parle pas trop. Publié en 1990, Elektra Lives Again est un projet qui remonterait aux environs de 1986, et qui constitue très certainement la lettre d'adieu de Frank Miller au personnage d'Elektra qu'il a créé pour Marvel, et qui n'aurait pas dû être réutilisé sans l'accord de l'auteur. Contrairement aux promesses de l'époque, Elektra fut ressuscitée et réutilisée plusieurs fois, d'où une envie pour l'auteur de ne plus vraiment parler d'Elektra aujourd'hui. Mais pour faire son deuil, je le soupçonne fortement d'avoir utilisé ce graphic novel de 96 pages, qui sert aussi de conclusion un peu à part à l'ensemble de son œuvre pour Daredevil. Matt Murdock est hanté chaque nuit, par un rêve où il voit Elektra monter une montagne et se faire poursuivre par tous ceux qu'elle a tués, pendant que les ninjas de la main, qui ont pourtant ressuscité Elektra par le passé, cherchent à ce coup-ci à la tuer en faisant de Bullseye leur marionnette. Bref, Frank Miller rejoue la grande scène de la mort d'Elektra en grande pompe pour mieux l'exorciser, en mettant en scène son sentiment de créateur du personnage avec le deuil de Matt Murdock. Le graphic novel s'appuie fortement sur l'imagerie catholique que Miller a largement introduit dans la série Daredevil la décennie passée. Le style de dessin est impressionnant, un mélange entre la puissance de Dark Knight Returns et l'iconographie un peu plus dépouillée de Sin City qu'il est en train de perfectionner à l'époque. L'histoire est mélancolique et onirique à souhait, tout en restant très réaliste à de nombreux moments. Miller répète ici l'histoire et son récit pour mieux atteindre une fin cathartique pour son personnage Elektra, un personnage qui ne dira qu'une seule chose, goodbye, soit au revoir. Car c'est un peu ça ce qu'est ce graphic novel, un au revoir en forme de best-of, mais avec le style d'un Miller un peu plus rêveur et sensible que d'habitude, et ça vaut au moins le coup d'œil. Vous devriez pouvoir le trouver en français facilement. Et voilà, c'est la fin pour ces 10 comics des années 90, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez trouver des petites choses qui vous intéressent et qui auront su peut-être piquer votre curiosité. Sachez en tout cas qu'on repassera par les années 90, on y fera un petit tour à un moment ou à un autre, donc forcément on va reparler de certains titres, qui peut-être manquent un petit peu à cette sélection, mais forcément 10 c'est pas beaucoup, c'est un peu le principe, y aller par petites doses. Si jamais justement vous voulez me conseiller sur certaines de ces petites doses, n'oubliez pas qu'il y a toujours l'espace commentaire. Et donc oui, cette fois-ci encore, je vous laisse le choix de savoir quel va être le thème de la prochaine vidéo de 10 comics des années quelque chose. D'un côté, vous avez les années 70, et de l'autre, une période un peu plus composée, puisqu'on y trouve en fait quelque chose qui va des années 30 aux années 50. Grosso merdo, l'âge d'or. Parce que, tout simplement, j'ai lu beaucoup moins de choses dans cette période, et donc trouver des choix, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est le choix que je vous laisse, les années 70 ou bien les années 30 à 50. La balle est dans votre camp. Vous pouvez voter tout simplement dans l'onglet communauté de la chaîne, ce sera aussi tout simplement marqué dans la description et aussi dans les petits commentaires en dessous. Voilà. Moi, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien,
Salut!